Débarrasse-t'en, je ne veux pas d'enfant. Elle est sortie du bureau du PDG millionnaire avec le cœur en miettes et $0 en poche. Une femme pauvre, seule, enceinte, effacée comme si elle n'avait jamais existé. 9 mois plus tard, au plus grand gala de la ville, les portes s'ouvrent. Elle revient, élégante, intouchable. Le sourire du millionnaire se fige, parce qu'il comprend enfin. Ce n'est pas un retour, c'est une vengeance. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là. Et maintenant, revenons au début de cette histoire. La nuit du gala n'existait pas encore. À cet instant précis, Atlanta n'était qu'un grondement de pluie et de sirènes lointaines. Et Aliyah Monroe n'avait ni robe, ni bijoux, ni voiture qui l'attendait en bas. Elle avait juste un manteau trop fin, un sac usé et un téléphone dont l'écran affichait « Loyer en retard, 17 jours ». Elle montait les marches de service du Blackwell Tower parce que l'ascenseur principal était réservé aux invités. Elle ne faisait pas partie des invités. Elle faisait partie du décor. Au 32e, les couloirs sentaient le bois ciré et l'argent silencieux. Aliyah avançait en tenant son badge de prestataire comme un passeport fragile. Elle avait appris à marcher vite, à baisser les yeux, à devenir invisible. À 26 ans, elle connaissait déjà la différence entre la fatigue normale et la fatigue qui mange l'âme. Celle qui te suit jusque dans tes rêves. Tout avait commencé simple, un job temporaire dans la tour pour archiver des dossiers. En réalité, c'était réparer le désordre créé par des gens trop puissants pour ranger leurs propres papiers. Aliyah acceptait tout, parce qu'à la maison, dans son studio au sud-ouest d'Atlanta, la cuisine faisait aussi bureau, la salle de bain avait une fuite et la boîte de lait pour bébé qu'elle achetait parfois pour sa petite nièce, quand sa sœur était à bout, lui coûtait une demi-journée de salaire. La pauvreté, c'était une mathématique cruelle. Chaque dépense venait avec une punition. Ce soir-là, elle portait une pile de classeurs quand la porte vitrée s'ouvrit brusquement. Un homme sortit, le téléphone collé à l'oreille, le regard dur comme une signature. Il ne la vit pas, il ne vit que sa trajectoire. Et sa trajectoire la traversa. Les classeurs glissèrent, les feuilles volèrent comme des oiseaux paniqués. Une agrafeuse rebondit sur le sol. Aliyah se baissa aussitôt, rouge de honte, à ramasser tout ce qu'elle venait de lâcher. Elle murmura un « désolé » qui n'était même pas pour elle. C'était pour l'air, pour le bruit, pour l'audace d'exister au mauvais endroit. L'homme s'arrêta enfin. Il coupa l'appel d'un geste sec. « Vous pouvez regarder où vous allez ?» Sa voix ne criait pas, elle tranchait. Aliyah leva les yeux, juste une seconde. Elle reconnut immédiatement Carter Blackwell. Tout Atlanta connaissait son visage. Le PDG prodige, le millionnaire self-made, l'homme dont les interviews parlaient de discipline, d'excellence, de vision. Sur les affiches, il souriait. En vrai, il avait ce genre de beauté froide qui donne l'impression que la pièce lui appartient avant même qu'il entre. « Je suis désolée, monsieur Blackwell », répéta-t-elle. Il regarda les documents éparpillés, puis son regard descendit sur son badge. « Monroe ». Il ne dit pas mademoiselle ni madame, juste son nom, comme un dossier qu'on classe. Aliyah ramassait encore quand il s'accroupit, contre toute attente, et prit 2 feuilles tombées près de lui. « Ce sont des contrats. Vous les mélangez, vous créez un problème. » Il glissa les feuilles dans le bon dossier avec une précision mécanique. « Vous travaillez pour quel service ?»« Archives. Temporaire. »« Temporaire. » répéta-t-il, comme si le mot le dérangeait. Il se releva et lui tendit la graffeuse. « Faites attention. » Il repartit. Pas un « bonne soirée », pas un sourire. Mais Aliyah resta figée un instant, non pas parce qu'il avait été gentil, il ne l'avait pas été, mais parce qu'il avait eu ce geste inattendu, se baisser. Dans son monde à elle, les gens puissants ne se baissaient jamais. Ils laissaient les autres ramasser. La semaine suivante, elle fut appelée au même étage. « Salle de réunion B, tout de suite », lui dit une assistante au visage pressé. Aliyah pensa à une erreur, à un document manquant, à un renvoi. Elle entra, la gorge serrée,
et trouva Carter Blackwell seul, debout devant un écran rempli de chiffres. « Vous connaissez Excel » demanda-t-il sans préambule. « Oui, monsieur. »« Bien, asseyez-vous. » Il désigna une chaise comme on place un pion. « J'ai besoin de quelqu'un de discret, rapide, qui ne parle pas aux gens. Vous me semblez parfaite. » Le compliment ressemblait à une insulte, mais Alia ne se permit pas de sourire. Elle se contenta de hocher la tête. Discrète, rapide, silencieuse, c'était exactement ce que la pauvreté fabriquait. Elle travailla pour lui pendant des jours qui devinrent des semaines. Elle corrigea des tableaux, relut des notes, reclassa des dossiers confidentiels. Elle le vit dans des moments que les médias ne montraient jamais. Tard le soir, seule, la cravate desserrée, les yeux rouges de fatigue, le regard vide face à la ville. Elle le vit rire une fois, à une remarque d'un ingénieur, un rire bref qui s'échappa comme un accident. Ce rire surprit Alia autant qu'un rayon de soleil en plein hiver. Un soir, alors qu'elle rangeait un dossier, elle sentit une odeur de café. Carter posa un gobelet près d'elle. « Vous n'avez pas mangé ?» dit-il. Ce n'était pas une question. Alia hésita. « Je mangerai après. »« Après, vous dormirez, et demain vous reviendrez. Vous vous abîmez. » Il semblait parler d'un objet, pas d'une personne. Pourtant, il l'observait, attentif. Elle prit le café. « Merci. » Il resta silencieux une seconde. « Pourquoi vous faites ça ?» demanda-t-il enfin. Alia ne comprit pas. « Ça ? Travailler comme si vous étiez poursuivi. » Elle aurait pu mentir, dire « j'aime mon travail », dire « je suis ambitieuse », mais elle avait trop mal à l'intérieur pour jouer au théâtre. « Parce que si je ralentis, je tombe », répondit-elle simplement. Le regard de Carter changea à peine, mais quelque chose dans sa mâchoire se contracta. « Je vois », dit-il, comme s'il venait d'ouvrir une porte qu'il avait gardée fermée pendant longtemps. À partir de là, il commença à la garder près de lui. Pas officiellement, jamais officiellement. Il la déplaçait sur des missions, lui demandait de rester tard, l'invitait à des réunions où elle n'avait rien à faire, sauf être là. Alia le sentait, ce glissement dangereux. L'attention d'un homme comme Carter Blackwell, ce n'était pas une fleur, c'était un feu. La première fois qu'il lui proposa de la raccompagner, elle refusa. Par réflexe, par peur, par dignité aussi. Elle ne voulait pas être la fille pauvre qu'un riche promène pour se divertir. La deuxième fois, il insista. « Il est minuit, je ne vous laisse pas traverser seule. » Alia monta dans la voiture noire et l'odeur du cuir la frappa. Tout y était silencieux, propre, contrôlé. Même la ville semblait différente vue depuis l'intérieur, comme si les vitres teintées protégeaient de la réalité. « Vous vivez où ?» demanda Carter. « West End. » Il ne répondit pas tout de suite, puis « C'est loin. » « Je sais. » Le chauffeur s'arrêta devant un immeuble fatigué. Carter regarda les murs, la lumière du couloir qui clignotait, les boîtes aux lettres cassées. Il ne dit rien. Mais Alia sentit la gêne qui s'installait, la honte qui arrivait toujours, même quand personne ne l'insultait. Quand elle descendit, Carter ouvrit sa portière à son tour. « Attendez, » dit-il. Alia se tourna, surprise. « Monsieur, vous n'avez pas besoin de... » « Carter, » corrigea-t-il. Elle avala sa salive. « Carter ?» Il approcha, assez près pour que l'air entre eux change. « Vous ne devriez pas porter ça. » Il montra son manteau fin. Alia eut un rire sans joie. « Ce n'est pas un choix. » Carter la fixa longuement. Puis il retira son propre manteau, un long manteau sombre qui avait l'air plus cher que tout ce qu'Alia possédait, et le posa sur ses épaules. « Non, » dit-elle en reculant, « je ne peux pas. »« Ce n'est pas une faveur, » répondit-il, « c'est une correction. » Et avant qu'elle ne trouve une réponse, il s'éloigna. La voiture repartit. Alia resta là, immobile, avec ce manteau qui pesait comme une promesse qu'elle n'avait pas demandée. Le danger,
c'est que la chaleur d'un manteau peut ressembler à de l'amour quand on a froid depuis trop longtemps. Les mois suivants furent un mélange de vertige et de silence. Leur relation ne s'affichait nulle part parce que Carter n'affichait rien. Il n'ouvrait pas sa vie. Il l'autorisait parfois à entrer dans un couloir. Il loua un appartement discret pour leur rencontre, un endroit neutre, sans photos, sans souvenirs, comme une chambre d'hôtel qui refuse l'intimité. Alia y venait avec sa peur et sa tendresse, et Carter y venait avec son besoin de contrôle. Il pouvait être doux parfois, pas dans les mots, dans les gestes, une main sur sa nuque, une couverture posée quand elle s'endormait, un repas commandé sans qu'elle demande. Mais il y avait aussi l'autre Carter, celui qui disparaissait pendant des jours, celui qui répondait à ses messages par un « occupé », celui qui parlait d'elle comme d'une parenthèse. Alia essayait de ne pas s'accrocher, mais quand on a manqué d'amour, on s'accroche même aux miettes, parce qu'on ne sait pas si un jour il y aura un repas. Elle ne dit rien à sa famille, pas à sa mère qui vivait en Alabama et s'inquiétait déjà trop, pas à sa sœur qui avait assez de problèmes. Elle gardait cette histoire dans un coin secret, comme un trésor dangereux. Jusqu'au jour où son corps lui parla autrement. D'abord, elle crut à la fatigue, puis à un retard de stress, puis à un hasard. Mais les nausées du matin devinrent un rituel. Les odeurs la heurtaient. Sa peau était trop sensible. Et un dimanche, dans la salle de bain, avec un test de grossesse acheté au Dollar Store, elle vit apparaître 2 lignes. 2 lignes. 2 coups de marteau. Alia s'assit sur le carrelage froid. Elle regarda le test comme on regarde un verdict. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle était trop choquée. Puis elle pensa à Carter. Elle pensa à son monde à lui. Elle pensa à la distance entre sa tour et son immeuble, entre son nom et le sien, entre sa liberté et la sienne. Elle passa la journée à marcher dans la ville, le test au fond de son sac. La pluie avait cessé. Le ciel était gris. Elle se sentait comme une tache sur un tableau trop propre. Le soir, elle envoya un message à Carter. « J'ai besoin de te parler. C'est important. » Il répondit 1 heure plus tard. « Demain, 7 heures, bureau. » Au bureau. Comme si l'amour était un dossier. Le lendemain, Alia arriva tôt, vêtue simplement, les mains moites. L'assistante la fit entrer. Carter était derrière son bureau, impeccable, comme si la nuit n'avait pas existé. « Parlez, » dit-il. Alia sortit l'enveloppe où elle avait glissé le test et une échographie précoce obtenue en urgence. Elle posa l'enveloppe sur le bureau. Carter la regarda, puis ouvrit. Son visage ne bougea presque pas, mais son silence s'allongea, lourd. « C'est réel ?» demanda-t-il enfin. Alia sentit sa gorge se serrer. « Oui. » Le mot tomba comme une pierre. Carter referma l'enveloppe doucement, comme s'il avait peur qu'elle explose. Il se leva, fit 2 pas, puis revint. Sa respiration était plus courte. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-il. Alia cligna des yeux. « Je ne fais rien, je te dis juste la vérité. » « Ma vie. » Il s'arrêta, reprit, plus froid. « Ma situation ne permet pas ce genre d'imprévu. » Alia sentit le sol bouger sous ses pieds. « Un enfant n'est pas un imprévu, c'est un problème, » coupa-t-il. Le mot la gifla. Alia resta muette 1 seconde, comme si son cerveau refusait de comprendre. Carter prit une inspiration, puis lâcha, sans détour, la phrase qui allait la poursuivre longtemps. « Débarrasse-t'en, je ne veux pas d'enfant. » Alia entendit un bourdonnement dans ses oreilles. Son corps se refroidit. Elle chercha sur son visage un signe de blague, de panique, de regret. Elle ne trouva qu'une décision. « Tu viens de dire quoi ?» murmura-t-elle. Carter posa les 2 mains sur le bureau, comme pour imposer la réalité. « Tu as entendu. »« Carter, c'est ton enfant. » »« Non. » Le mot sortit vite, trop vite. « Ce n'est pas...
Ce n'est pas un enfant, pas encore, c'est une complication. Alia sentit ses yeux se remplir, mais elle refusa de pleurer devant lui. Elle refusa de lui donner ce pouvoir-là. « Je ne suis pas une complication », dit-elle, « et ce bébé non plus. » Carter se redressa. « Écoute-moi, je peux te donner de l'argent, beaucoup. Je peux t'aider à régler ça discrètement. Je te mettrai en contact avec quelqu'un. »« Tu veux m'acheter ?» souffla Alia. « Je veux protéger ce que j'ai construit. »« Et moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Et ce que j'ai, moi ? Tu crois que j'ai construit quoi ? Je me suis construite à coups de survie, à coups de tiens bon et de demain ça ira. Et toi, tu me dis de jeter mon bébé comme si c'était un papier inutile. » Carter la fixa et son regard se durcit encore. « Je ne te dois pas une famille, » dit-il. Alia sentit quelque chose se casser, pas seulement dans son cœur, dans sa vision du monde. Elle comprit d'un coup que le manteau, la douceur, les gestes, c'était peut-être juste le luxe d'un homme qui se permet d'être tendre quand ça ne lui coûte rien. Elle prit l'enveloppe. Ses mains tremblaient. « Je ne te demande pas une famille, » dit-elle. « Je te demande d'être un homme. » Carter s'approcha, sa voix basse, dangereuse. « Si tu gardes ça, tu détruis tout. Les médias, le conseil d'administration, les investisseurs, ils ne veulent pas d'un scandale. Ils ne veulent pas d'une histoire. » « Une histoire ?» répéta Alia incrédule. « Tu parles de moi comme d'une rumeur ? » ?»« Je parle de réalité. » Son ton ne tremblait pas. « Je te le dis une fois. Tu disparais, tu règles ça, et je m'assure que tu ne manques de rien. Sinon, tu n'imagines pas la puissance que j'ai pour te faire regretter. » La menace était polie, mais elle était là. Alia recula d'un pas. Tout son corps criait de fuir. « Tu me menaces ?» Carter ne répondit pas directement. « Je suis pragmatique. » Alia hocha lentement la tête. Un sourire triste se dessina sur ses lèvres. « Alors voilà la vérité, » dit-elle. « Je ne te connaissais pas. Je connaissais ton image. » Elle tourna les talons. Sa main tremblait sur la poignée de la porte. « Et Alia ?» ajouta Carter derrière elle, plus bas encore. « Si tu reviens avec ça, je te détruis. » Elle sortit, et le couloir lui sembla soudain interminable, comme une fuite dans un rêve. Dans la rue, la pluie recommença. Alia marcha sans savoir où aller. Son téléphone vibrait, un message de sa propriétaire. « Dernier avertissement. » Puis un autre, d'un numéro inconnu. « Clinique recommandée, discrétion assurée. » Carter avait déjà organisé sa vie, comme on organise une réunion. Elle ne répondit pas. Elle rentra chez elle, s'enferma, posa le test sur la table et fixa le mur. Tout ce qu'elle avait cru solide venait de se dissoudre. Et pourtant, au milieu de ce chaos, une étrange clarté naquit. Elle ne pouvait pas faire ce qu'il demandait. Pas parce qu'elle voulait se venger, pas parce qu'elle voulait le piéger, mais parce qu'elle sentait déjà, au fond d'elle, une présence qui lui appartenait. Le lendemain, au travail, on lui dit que sa mission était terminée, sans explication. On lui demanda de rendre son badge. On lui sourit comme on sourit à une inconnue. Alia comprit. Carter avait effacé son existence avec la même facilité qu'un email supprimé. Elle sortit du bâtiment avec une boîte en carton et une rage silencieuse. La tour derrière elle brillait, indifférente. Les gens entraient, sortaient, riaient. Le monde continuait. Ce soir-là, elle appela sa mère. Elle ne voulait pas, mais elle n'avait plus le choix. « Maman, j'ai besoin d'aide, » dit-elle, et sa voix se brisa enfin. Sa mère, Evelyn Monroe, ne posa pas 1000 questions. Elle entendit la peur, et ça lui suffit. « Rentre, » dit-elle. « Tu viens à la maison, maintenant. » Le problème, c'est qu'à la maison, c'était un petit pavillon en Alabama, à 2h30 de route, et Alia n'avait pas de voiture. Elle vendit son vieux laptop, elle emprunta $50 à une voisine. Elle fit son sac en tremblant. Avant de partir,
Elle fit une chose étrange. Elle prit une petite boîte en velours noir que Carter lui avait offerte un mois plus tôt. Une bague simple, élégante, qu'il avait posée un soir en disant seulement « Garde-la ». À l'époque, elle avait cru que c'était un signe. Maintenant, elle y voyait autre chose. Une preuve qu'il ne pourrait pas nier si un jour elle devait se défendre. Elle glissa la boîte dans son sac, au fond, comme une arme silencieuse. Sur le chemin de la gare routière, un homme l'interpella près d'un kiosque. Un vieil homme au manteau trop grand, le regard attentif. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous avez fait tomber ça. » Il lui tendait une enveloppe. Alia fronça les sourcils. « Ce n'est pas à moi ?»« Si. » Il insista. « On m'a demandé de vous la remettre. Aujourd'hui. Ici. » Alia sentit son cœur accélérer. « Qui ?» Le vieil homme hésita, puis répondit. « Je ne connais pas son nom, mais il m'a dit de vous dire que votre père n'est pas celui que vous croyez. » Alia resta figée. Ses doigts se refermèrent sur l'enveloppe comme sur une vérité brûlante. Elle voulut poser 1000 questions, mais le vieil homme recula déjà, comme si sa mission était terminée. Dans l'enveloppe, il n'y avait qu'une seule chose, une carte de visite épaisse avec des lettres dorées. Kingston et Val, cabinet juridique privé. Au dos, un message manuscrit, net, sans tremblement. Si vous voulez survivre à Blackwell, appelez-moi. D. Alia leva les yeux vers la route. Le bus allait arriver. Elle avait un bébé en elle, aucun emploi, aucun plan, et maintenant, une phrase impossible. Ton père n'est pas celui que tu crois. Elle serra la carte dans sa paume. Et pour la première fois depuis la menace de Carter, elle sentit autre chose que la peur. Une étincelle. Une ouverture. Comme si le destin venait de lui glisser une clé. Elle monta dans le bus, le ventre noué, la tête pleine de questions, et la boîte en velours noir au fond du sac. Carter Blackwell croyait l'avoir effacée. Il ne savait pas encore qu'Alia Monroe venait de commencer sa transformation. Le départ se fit sans cérémonie. Pas de valises alignées, pas d'adieu dramatique, juste un sac trop léger pour contenir tout ce qu'Alia venait de perdre. Dans la voiture qui les menait vers l'aéroport, le ciel d'Alabama semblait s'être abaissé, lourd, comme s'il voulait appuyer sur leurs épaules. Sa mère, Evelyn, gardait le regard droit. Daniel Val parlait peu. Et Alia, elle, comptait chaque respiration, comme si respirer calmement pouvait empêcher Carter Blackwell de la retrouver. Dans l'avion, la lumière froide du plafond découpait les visages en morceaux. Alia observa les autres passagers. Des gens ordinaires, des couples qui chuchotaient, un enfant qui riait à une vidéo, une femme qui s'endormait contre la vitre. Tout semblait normal, et cette normalité la rendait presque folle. Comment le monde pouvait-il continuer à manger, rire, voyager, alors qu'elle avait l'impression de marcher sur le fil d'une lame? Elle posa une main sur son ventre, discrète, comme pour se rappeler qu'elle n'était pas seule. Puis sa main glissa vers le fond du sac, là où la petite boîte en velours noir reposait. La bague, la preuve, le seul objet qui transformait une histoire en dossier. New York les avala à l'atterrissage. Alia avait déjà vu la ville en images, mais en vrai, c'était une autre sensation. L'air plus sec, la foule plus dense, les bruits plus tranchants. Tout semblait pressé, comme si même le temps avait un agenda. Daniel les fit monter dans une voiture sombre aux vitres légèrement fumées. Pas de photos, pas de géolocalisation, pas d'appel long, répéta-t-il, comme un mantra de survie. Alia hocha la tête sans discuter. Elle détestait obéir, mais elle avait appris que la fierté ne paye pas les urgences. L'hôtel où ils les installèrent était discret, trop propre, trop silencieux. Alia n'aimait pas les draps blancs parfaits, parce que ça lui rappelait qu'elle ne vivait pas ici, qu'elle n'était que de passage. Elle s'assit sur le lit et un vertige la frappa. Des semaines plus tôt, elle courait dans les couloirs de Blackwell Tower avec des dossiers à la main. Maintenant, elle se cachait à New York comme une fugitive, enceinte, sans travail, avec un homme qui parlait en phrases d'avocat et une mère qui portait son calme comme un bouclier. Elle se demanda si elle avait vraiment choisi cette route ou si la route l'avait simplement aspirée. Le soir,
Daniel frappa à la porte et entra avec une pochette de documents. « On ne peut pas attendre, dit-il. Darius Kingston a un créneau demain matin. Un seul. » Alia sentit son cœur se contracter. Darius Kingston. Ce nom sonnait comme un immeuble, comme une ville, comme une puissance. Elle avait grandi en évitant les hommes puissants. Et maintenant, elle allait entrer dans le monde d'un homme qui pouvait faire plier les règles, comme Carter, mais avec un autre nom, un autre empire. Evelyn posa une main sur l'épaule de sa fille. « Tu regardes la vérité dans les yeux, » murmura-t-elle. C'est tout. La nuit fut courte. Alia se réveilla plusieurs fois, persuadée d'entendre une clé tourner, un pas derrière la porte, un message vibrer. À l'aube, elle se regarda dans le miroir de la salle de bain. Son visage semblait plus fin, ses yeux plus durs. Elle s'habilla simplement, mais proprement. Pas pour plaire, pour tenir. Elle glissa la boîte en velours dans son sac, comme on glisse une arme silencieuse dans une poche. Le siège de Kingston Group se dressait près de Central Park, vitres immenses, accueil trop poli. Les employés parlaient bas, comme si leurs mots coûtaient cher. Daniel conduisit Alia et Evelyn jusqu'à une salle d'attente où tout était beige, élégant, sans âme. Alia vit son reflet dans une table en verre, déformée, et elle pensa « Tu n'es pas à ta place ». Elle sentit cette vieille honte revenir, celle qui te dit que tu es trop pauvre pour être là. Mais elle la repoussa. Elle n'était pas venue demander la permission. Elle était venue défendre sa vie. La porte s'ouvrit sans bruit. Darius Kingston entra comme une décision. Il n'avait pas besoin d'élever la voix pour occuper la pièce. L'air changea juste parce qu'il était là. Costume parfaitement ajusté, cheveux poivre et sel, regard calculateur. Il salua Daniel d'un signe bref, puis posa les yeux sur Evelyn. La reconnaissance passa dans son visage comme un éclair qu'il tenta d'étouffer. « Evelyn », dit-il, et ce seul mot contenait un passé entier. Evelyn ne recula pas. « Darius ?» Alia sentit ses doigts se crisper autour de la bandoulière de son sac. Elle s'attendait à des cris, à des reproches, à une scène. Mais chez les riches, les scènes se font en silence. Darius regarda Alia, l'évalua comme un dossier qu'on ouvre. « Alors c'est elle, » dit-il, sans émotion affichée. « C'est ma fille, » répondit Evelyn, ferme. Daniel posa un dossier sur la table. « On va aller droit au but, » dit-il. « Alia est votre fille biologique. » Et elle est en danger. Darius eut un sourire mince. Beaucoup de gens se disent en danger quand ils veulent entrer dans ma vie. Alia sentit la colère monter, mais elle la contrôla. Elle sortit la boîte en velours et la posa sur la table. Elle ne l'ouvrit pas encore. « Je ne suis pas venue pour entrer dans votre vie, » dit-elle. Sa voix tremblait à peine. « Je suis venue parce qu'un homme a essayé de me forcer à avorter. Et quand j'ai refusé, il m'a menacée. Il m'a fait perdre mon travail. Il a déjà payé des gens pour me retrouver. » Darius la fixa. « Quel homme ?» Alia inspira. « Carter Blackwell. » Le nom claqua dans l'air. Darius ne fit pas un grand geste, mais quelque chose bougea dans son regard, comme si on venait de prononcer le nom d'un concurrent qu'il respectait trop pour le sous-estimer. Daniel enchaîna immédiatement. « Blackwell négocie une acquisition majeure. Il a besoin d'une image parfaite. Votre fille représente une faille dans son récit, et il veut la fermer, par la peur. » Darius posa ses deux mains sur le dossier, lentement. « Et vous pensez que je vais vous croire sur parole ?» Alia serra les dents. « Je n'ai pas d'énergie pour vous convaincre avec des larmes. J'ai des preuves. » Elle ouvrit la boîte. La bague brilla sous la lumière. « Il m'a donné ça quand il croyait que je resterais docile. Et j'ai gardé des messages, des appels, des traces. » Darius observa l'objet comme s'il mesurait sa valeur symbolique, pas financière. « Une bague ne prouve pas une paternité, » dit-il. « Non, » répondit Alia, « mais elle prouve qu'il ment quand il dit ne pas me connaître. » Darius se tourna vers Daniel. « Le test ADN ?» Daniel posa la feuille préparée. Darius hésita une fraction de seconde,
puis signa. « Faites-le tout de suite, dit-il. Et si vous mentez, Maître Vell, vous n'aurez plus jamais accès à cette tour. Daniel répondit sans broncher. Je n'ai pas amené Alia ici pour jouer. Le test fut organisé avec une efficacité presque inhumaine. Une infirmière entra, gants, prélèvements, papier signé, enveloppe scellée. Alia regarda la scène et sentit un mélange de dégoût et de fascination. Sa vie, sa douleur, son identité, tout se réduisait à un coton-tige frotté contre l'intérieur de sa joue. Darius observa sans parler. Evelyne, elle, gardait la tête haute, mais ses mains tremblaient légèrement. Après le prélèvement, Darius se leva. « En attendant, vous restez sous protection », déclara-t-il. « Je ne veux pas de paparazzi, pas de fuite, pas d'histoire. » Alia se redressa. « Je ne suis pas votre prisonnière. » Darius posa sur elle un regard glacé. « Je ne vous emprisonne pas. Je sécurise un risque. Vous êtes un risque vivant tant que Blackwell respire. » Le mot « risque » piqua Alia, mais Daniel intervint. « Alia, écoute-moi. Ce n'est pas le moment de gagner un débat. C'est le moment de rester en vie. » Elle avala sa salive et hocha la tête, contrainte. Darius fit signe et un homme entra, posture droite, costume sombre, regard vigilant. « Elijah Rivers, » dit Darius. « Sécurité. » Elijah hocha la tête sans sourire. Ses yeux balayèrent la pièce, puis s'arrêtèrent une seconde sur Alia. Pas comme un homme qui juge, comme un homme qui mesure une menace invisible. « Je m'occupe d'elle, » dit-il simplement. Alia sentit quelque chose d'étrange, une forme de soulagement malgré elle. Elijah n'avait pas l'air impressionné par le nom Kingston, ni par les murs, ni par l'argent. Il avait l'air d'un homme qui a déjà vu des choses se casser et qui sait comment empêcher la casse. Elle n'avait pas besoin de charme. Elle avait besoin de stabilité. Ils furent déplacés dans un appartement sécurisé, plus discret que luxueux, avec des caméras invisibles et un calme artificiel. Alia détestait ce calme, parce qu'il ressemblait à l'attente avant l'orage. Elijah expliqua les règles. Pas de sortie seule, pas de trajet répétitif, téléphone en mode sécurisé. Si vous recevez un message inconnu, vous me le montrez. Si quelqu'un vous approche, vous reculez. Alia leva les yeux au ciel. « Je ne suis pas une enfant. » Elijah ne se vexa pas. « Non, mais vous êtes une cible. » Et les cibles qui parlent beaucoup finissent souvent par être faciles à viser. Le premier soir, Alia craqua dans la cuisine. Elle ouvrit le frigo, y vit des aliments qu'elle n'achetait jamais d'habitude, et une rage sourde monta. Elle claqua la porte. « Je déteste ça !» lâcha-t-elle. « Je déteste être gardée comme un secret. Je déteste que mon avenir dépende d'hommes puissants. » Evelyne s'approcha et prit ses mains. « Je sais, » dit-elle, « mais on traverse, on ne s'installe pas dans la peur. » Puis elle ajouta plus bas, « Et n'oublie pas, tu n'es pas ici pour être sauvée. Tu es ici pour reprendre le contrôle. » Le deuxième jour, Daniel apporta des nouvelles. Carter avait cherché en Alabama. Il avait appelé des cliniques, des contacts, il avait fait circuler des descriptions. « Il ne sait pas que tu es ici, » dit Daniel. « Mais il sait que tu n'es pas disparu par hasard. Il sent qu'on t'aide, et ça l'énerve. » Alia sentit un frisson. « Il va venir. »« Il essaiera, » répondit Daniel. « Mais plus il essaie, plus il laisse des traces. » Darius, lui, ne montrait aucune tendresse, mais il montrait une logique implacable. Il convoqua Daniel, Elijah et Alia à une réunion brève, sèche. « Blackwell n'est pas un idiot, » dit-il. « Il est dangereux parce qu'il est rationnel. Il va tenter de discréditer Alia. Il va dire qu'elle extorque, qu'elle invente, qu'elle est instable. » Il regarda Alia. « Donc vous allez devenir irréprochable. »« Irréprochable » répéta-t-elle amère. « Je suis enceinte, pauvre, et j'ai fui. » Darius la fixa. « Vous êtes ma fille potentielle, et vous allez arrêter de vous définir par la pauvreté. » Il se tourna vers Daniel. « On prépare un dossier complet, chronologie, preuves, témoins, tout ce qui transforme une histoire en évidence. » Puis il ajouta, presque malgré lui, « Et on la protège. » Alia entendit ce dernier mot comme une petite brèche. Pas de l'amour, pas des excuses, mais une décision.
Dans le monde de Darius Kingston, les émotions étaient un luxe. Les décisions, elles, étaient une monnaie. Les jours suivants, Alia fut entraînée à parler. Daniel lui faisait répéter des phrases, à voix haute, sans trembler. « Dites-le sans colère », conseillait-il. La colère donne à l'autre une excuse pour vous traiter d'émotive. Alia détestait cette règle. Elle voulait crier. Elle voulait hurler la phrase de Carter au monde entier. Mais elle comprit, ce n'était pas un combat de cris, c'était un combat d'images. Elijah l'accompagnait parfois lors de sorties brèves, toujours à des heures différentes. Un café discret, une pharmacie, un médecin. Alia remarqua que Elijah parlait peu, mais observait tout. Il changeait de trottoir sans expliquer. Il s'arrêtait sans raison apparente. Un jour, elle explosa. « Tu peux me dire ce que tu vois tout le temps ?» Elijah la regarda calmement. « Je vois les gens qui regardent trop longtemps. Je vois ceux qui approchent sans raison. Je vois les fenêtres où la lumière bouge. Et je vois votre respiration quand vous avez peur. » Alia se figea. « Ma respiration ?»« Oui, » répondit-il. « Elle devient courte. Et quand elle devient courte, vous oubliez que vous avez de la place en vous, de la force. » Il marqua une pause, puis ajouta plus doux, « Respirez plus bas, comme si vous portiez la terre. » La phrase était étrange, mais elle fonctionna. Alia inspira lentement et son corps se relâcha un peu. Pour la première fois depuis des semaines, elle eut l'impression qu'un homme autour d'elle ne voulait pas la contrôler, juste l'aider à tenir debout. Le résultat du test ADN arriva plus vite que prévu. Daniel entra avec une enveloppe et l'air de la pièce changea. Darius était là, debout près de la fenêtre, main derrière le dos. Evelyne s'assit. Alia resta debout parce qu'elle avait peur que s'asseoir la rende vulnérable. Daniel tendit l'enveloppe à Darius. Darius l'ouvrit, lut, puis resta silencieux. Son visage ne s'effondra pas, ne sourit pas. Mais ses yeux se posèrent sur Alia comme s'il la voyait enfin, vraiment. 99,9%, dit-il, sec. Evelyne ferma les yeux une seconde. Alia sentit un vertige. Elle s'attendait à une explosion de sentiments, à un pardon, à quelque chose. Mais Darius ne donnait pas ces choses-là. Il se contenta de dire « Vous êtes ma fille ». Le mot « ma » frappa Alia plus fort qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit sa gorge se serrer. Et tout de suite, la colère remonta pour protéger l'émotion. « Vous dites ça comme on annonce un investissement », répliqua-t-elle. « Vous avez disparu pendant 26 ans. » Darius la fixa. « Je ne vais pas prétendre que j'ai été un père, » répondit-il. « Je ne vais pas te mentir avec des excuses faciles. » Il inspira. « Mais je ne laisserai pas Blackwell te toucher, et je ne laisserai pas mon sang être humilié. » Alia tiqua. « Votre sang ?»« Oui, » dit-il. « Appelez ça comme vous voulez. Fierté, responsabilité tardive, égo. » Il fit un pas vers elle, puis s'arrêta, comme s'il ne savait pas franchir une distance émotionnelle. « Tu es ici, c'est un fait, et je gère les faits. » Alia se surprit à vouloir le haïr, mais elle vit aussi quelque chose dans ses yeux, une gêne profonde, comme un homme qui découvre un chapitre qu'il a refusé de lire toute sa vie. Darius Kingston n'était pas doux, il était brisé d'une manière très chère. Dans la semaine qui suivit, Darius prit des mesures concrètes. Il créa une structure juridique de protection pour Alia, plaça l'appartement au nom d'une société, assigna une équipe réduite, changea les itinéraires. Daniel construisit le dossier contre Carter. Capture, relevé, attestation, chronologie. Alia relut ses propres messages et sentit son cœur se serrer à chaque « je suis occupé » de Carter, à chaque froideur, à chaque menace. Elle revivait tout. Mais cette fois, ce n'était pas pour souffrir. C'était pour transformer la douleur en preuve. Un jour, Daniel lui posa une question simple. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Alia ?» Elle répondit sans réfléchir.
qu'il ne puisse plus jamais faire ça à personne. Puis, après une pause, et que mon enfant ne grandisse pas dans la peur. Daniel hocha la tête. Alors il faut choisir le bon champ de bataille. Il lui montra un calendrier. Le gala annuel Blackwell, dans 3 mois. Il sera devant les médias, les investisseurs, son conseil, la ville. Il sera au sommet de son récit. Daniel leva les yeux. C'est là qu'on l'oblige à regarder la vérité. Alia sentit un frisson. L'idée d'affronter Carter en public lui donnait la nausée. Mais elle imaginait aussi son sourire parfait se fissurer, ses mots se coincer. Elle imagina la phrase « débarrassant » devenir impossible à effacer. Et quelque chose en elle se redressa. Entre-temps, Elijah devint une présence constante. Pas envahissante, constante. Quand Alia faisait des cauchemars, elle trouvait parfois une bouteille d'eau posée devant sa porte, sans message, juste une attention. Un soir, elle le surprit dans le couloir, assis, dos au mur, comme une garde silencieuse. « Tu fais ça depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. Elijah haussa légèrement les épaules. « Depuis que j'ai compris que Blackwell paye des gens. »« Et tu n'as pas peur ?» demanda-t-elle. Il la regarda, tranquille. « J'ai peur quand je vois des gens croire qu'ils peuvent acheter une femme pour la faire taire. Le reste, je gère. » Alia sentit une chaleur étrange. Pas une romance de film, une sécurité rare. Elle s'assit à côté de lui, contre le mur, sans le toucher. « Je ne veux pas que tu te mettes en danger pour moi, » murmura-t-elle. Elijah répondit sans se tourner. « Je ne fais pas ça pour toi. Je fais ça parce que c'est juste. » Ces mots la touchèrent plus profondément qu'elle ne voulait l'admettre. Parce que Carter, lui, n'avait jamais parlé de justice. Il parlait d'image, de contrôle, de protection de ses intérêts. Elijah parlait de justesse. De ce qui est droit, même quand personne ne regarde. Le plan se précisa. Daniel expliqua. On ne sort pas une bombe en hurlant, on la pose, on laisse le monde voir. Alia demanda. Et si Carter ment ? Daniel répondit. Il mentira, mais il ne pourra pas mentir contre un dossier solide. Puis il ajouta. Et surtout, il ne pourra pas mentir contre son propre comportement quand il paniquera. Darius, de son côté, commença à serrer l'étau autour de l'empire Blackwell sans que personne ne le voie. Alia comprit vite, les riches ne se battent pas toujours avec des poings. Ils se battent avec des invitations annulées, des accords qui traînent, des portes qui se ferment doucement. Darius ne disait pas « je vais le punir ». Il disait « je réduis ses options ». Et à chaque option en moins, Carter deviendrait plus dangereux et plus exposé. Un après-midi, Alia reçut une notification sur le téléphone sécurisé, un email envoyé à son ancienne adresse, transféré par Daniel. C'était Carter. Une phrase courte, on peut régler ça proprement. Appelle-moi. Alia sentit son estomac se tordre. Même dans un message de paix, il y avait l'idée qu'il décidait de la propreté, des règles, du cadre. Elle montra l'email à Daniel. Il sourit, froidement. Parfait. Alia fronça les sourcils. Parfait ? Daniel hocha la tête. Il t'écrit. Il laisse une trace. Il reconnaît qu'il y a ça. Il a peur. Puis Daniel posa une main sur le dossier. Et la peur, chez un homme comme lui, c'est une fenêtre. Le soir, Alia regarda les lumières de New York depuis la fenêtre. Elle avait l'impression étrange d'être à la fois plus protégée et plus exposée que jamais. Elle pensait à son ancienne vie, à son studio, à ses factures, à la honte de compter les pièces. Elle pensait à Carter, à sa tour, à son bureau, à la phrase qu'il avait coupée en deux. Et elle pensa à Darius, son père, homme de glace, qui ne savait pas dire pardon, mais savait construire un bouclier. Elle se demanda si, au fond, le pouvoir n'était qu'un autre langage pour dire « je peux décider de ce qui t'arrive ».
et elle se jura que plus jamais quelqu'un ne déciderait pour elle. Elijah entra doucement dans le salon. « On part tôt demain, dit-il. Rendez-vous médical. » Alia hocha la tête, puis sans savoir pourquoi elle demanda « Tu penses que je peux gagner ?» Elijah la regarda longtemps. « Tu as déjà gagné une chose, » répondit-il. « Tu as refusé d'obéir. » Alia sentit ses yeux piquer. Elijah ajouta plus bas « Le reste, c'est juste du temps. » Cette nuit-là, Alia écrivit dans un carnet parce qu'elle avait besoin de se rappeler qui elle était avant que les stratégies et les riches ne tentent de la redessiner. Elle écrivit « Je ne suis pas une victime. Je suis une mère. Je suis une femme. Je suis une vérité. » Puis elle referma le carnet et posa sa main sur son ventre, comme une promesse. À la fin de la 3e semaine, Daniel annonça « On a tout. Dossier complet, chronologie, preuves, témoins. » Il posa un classeur épais sur la table. Alia le regarda comme on regarde une arme qu'on n'a jamais voulu tenir. Daniel poursuivit. « Et Darius a confirmé sa présence au gala. Il sera là, officiellement, comme sponsor d'une initiative. On t'ouvrira une entrée, on contrôlera la salle, on contrôlera le récit. » Alia inspira lentement. « Et moi ?» Daniel la fixa. « Toi, tu diras la vérité. Une seule fois, sans trembler, et tu t'arrêteras. » Il marqua une pause. Parce que la vérité n'a pas besoin de discours. Elle a besoin d'un moment. Alia se sentit prise d'un mélange de peur et de puissance. Carter l'avait menacée en croyant qu'elle n'avait aucune protection. Il avait compté sur son isolement, sur sa honte, sur sa pauvreté. Il n'avait pas prévu que la vérité puisse trouver un père milliardaire, un avocat dangereux, une sécurité fidèle, et une femme décidée à ne plus se taire. Quand tout fut prêt, Darius convoqua Alia seule dans son bureau. Il ne la faisait jamais venir seule. C'était nouveau. Il lui montra une feuille, une mise en place d'un trust, une structure de protection financière pour l'enfant, quel que soit l'avenir. « Tu n'auras pas à choisir entre dignité et couche, » dit-il. Sa voix était neutre, mais ses mots étaient précis. Alia sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi tu fais ça ?» demanda-t-elle. Darius resta silencieux une seconde trop longue, puis il répondit « Parce que j'ai passé trop d'années à fuir ce que je devais faire, et je n'ai pas envie de voir Blackwell répéter mon erreur en pire. » Alia le regarda, surprise. C'était presque une confession. Pas d'excuse, mais un aveu de faillibilité. Darius ajouta, plus bas, « Je ne sais pas être tendre, mais je sais être présent quand c'est nécessaire. » Il détourna le regard vers la fenêtre, comme si regarder sa fille était trop pour lui. « Ne me fais pas regretter de m'être ouvert. » Alia sentit un poids étrange tomber de ses épaules. Elle ne pardonnait pas tout, elle ne le pouvait pas, mais elle acceptait cette réalité. Parfois, la réparation commence par une action, pas par un mot. En sortant du bureau, elle croisa Elijah. Il la regarda, question silencieuse. Alia répondit par un petit signe de tête. Elijah comprit. Il s'approcha et dit doucement « Tu n'es plus seule. » Alia inspira. « Je sais, » murmura-t-elle. Et dans sa voix, pour la première fois depuis longtemps, il y avait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir stable, pas fragile. Le soir, elle posa la boîte en velours noir sur la table et la regarda longtemps. Elle ne la détestait plus. Elle la voyait comme un témoin, un symbole de ce que Carter avait cru pouvoir effacer. Elle referma doucement la boîte, comme on ferme un chapitre, puis elle éteignit la lumière. Dans 3 mois, elle serait à Atlanta. Dans 3 mois, Carter Blackwell serait au sommet de son mensonge. Et dans 3 mois, Alia ne viendrait pas supplier, ni crier. Elle viendrait poser la vérité comme une lame élégante sur un costume impeccable. Et cette fois,
ce ne serait pas elle qui tomberait. Le compte à rebours commença sans bruit. Pas de grand calendrier barré au marqueur, pas de musique dramatique, juste une suite de matinées où Alia se réveillait avec la même pensée. Dans 3 mois, je vais le regarder dans les yeux. Et chaque jour, elle apprenait à ne plus trembler rien qu'en imaginant ce visage. Les semaines s'installèrent comme un entraînement. Daniel lui faisait répéter son récit jusqu'à ce qu'il devienne un fil solide, impossible à rompre. Pas de détails inutiles, insistait-il. Pas de rancœur dans la voix. La rancœur, c'est une porte ouverte pour qu'on t'accuse d'être instable. Tu ne donnes pas d'ouverture, tu donnes une vérité. Alia détestait cette discipline, parce qu'elle voulait tout lâcher, tout crier. Mais elle comprenait. Le monde de Carter se nourrissait des erreurs des autres. Elle allait lui donner 0 erreur. Darius, lui, continuait à protéger sans caresser. Il ne demandait jamais comment elle se sentait. Il demandait « Est-ce que tu manges? Est-ce que tu dors? Est-ce que tu as besoin d'un médecin ?» Ce n'étaient pas des phrases de père tendre, c'étaient des checklists. Et pourtant, Alia s'y accrochait parfois comme on s'accroche à une rambarde. C'était froid, mais c'était là. Là où tout changea vraiment, c'était avec Elijah. Au début, Elijah était une ombre de sécurité, discret, efficace, distant. Il parlait peu, il observait beaucoup. Il n'essayait pas d'être drôle, ni charmant, ni même gentil. Il était juste fiable. Et Alia, qui avait vécu entourée de promesses non tenues, découvrit que la fiabilité pouvait être plus bouleversante qu'un « je t'aime ». Un matin, elle sortit du cabinet médical, fatiguée, la tête pleine de chiffres et de recommandations. Les mots « repos » et « stress » résonnaient dans son crâne comme des ordres impossibles. Elijah marcha à côté d'elle, et sans la presser, il ralentit pour s'adapter à son rythme. Alia le remarqua, et une colère triste monta. « Tu sais, dit-elle, Carter ne m'a jamais ralenti. Il voulait toujours que je sois simple et discrète, même quand j'étais épuisée. » Elle s'attendait à un commentaire sur Carter, une insulte, une phrase de soutien. Elijah répondit juste « Alors je ralentis, c'est tout. » Ce « c'est tout » la frappa, parce que ça disait « Je ne te dois pas un discours, je te dois une action. » À mesure que le gala approchait, les tentatives de Carter se firent plus insistantes. Un email devint 2, puis des appels masqués, puis des messages envoyés à des contacts anciens d'Alia, comme s'il lançait des filets dans l'eau, espérant qu'un poisson lui ramène son adresse. Daniel classait tout. Elijah traçait les schémas. Darius, lui, ne commentait pas. Mais Alia voyait son regard devenir plus dur quand on prononçait le nom de Blackwell. Ce n'était pas de la compassion, c'était une menace contenue. Un soir, Daniel arriva avec une nouvelle information. Blackwell a embauché une équipe de crise. Alia fronça les sourcils. Une équipe de crise? Daniel hocha la tête. Les meilleurs, les mêmes qui nettoient les scandales de politiciens et de PDG. Il anticipe quelque chose. Alia sentit un frisson. Il sait. Daniel répondit. Il ne sait pas tout, mais il sait qu'il a perdu le contrôle de toi. Et pour lui, perdre le contrôle, c'est déjà une crise. Darius écouta, impassible, puis dit « Très bien. » On le pousse à montrer sa vraie nature. Un homme propre ne panique pas. Un homme sale? Oui. Il se tourna vers Alia. Tu n'attaques pas, tu existes. Et il se dévoile. Alia serra les dents. Et s'il devient violent? Darius ne cligna même pas. Alors il signe sa fin. La veille du départ pour Atlanta, Alia fit sa valise en silence. Elle posa chaque vêtement comme si elle préparait une armure. La robe noire, simple mais puissante. Des chaussures confortables parce qu'elle refusait de souffrir pour l'esthétique. Un petit carnet et la boîte en velours noir. Toujours. Evelyne entra dans la chambre et s'assit au bord du lit. « Tu as peur ?» demanda-t-elle doucement. Alia hésita, puis répondit la vérité. « Oui, pas de lui, de moi. »
Evelyne inclina la tête. De toi? Alia inspira. J'ai peur de craquer devant tout le monde, de redevenir la fille qui baisse les yeux. Evelyne prit sa main. Tu ne redeviendras pas, parce que cette fois, tu ne te bats pas seulement pour toi, tu te bats pour ton enfant et pour la fille que tu étais. Puis elle ajouta, et Dieu ne t'a pas amené jusque-là pour te laisser tomber au dernier mètre. Dans le salon, Elijah attendait, prêt, comme toujours. Alia le regarda et une question lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir. « Pourquoi tu fais tout ça ?» Elijah ne répondit pas immédiatement. Il regarda par la fenêtre, puis dit « Parce que j'ai déjà vu une femme être détruite par un homme qui avait de l'argent et une belle image. » Alia sentit sa gorge se serrer. « Dans ta famille ?» Elijah secoua la tête. « Dans ma rue. Et j'étais trop jeune pour empêcher ça. » Il la fixa enfin. « Je ne recommence pas. » Alia ne dit rien, mais quelque chose en elle se calma. Elijah n'était pas là par obligation. Il était là parce qu'il avait choisi d'être différent. Le lendemain, ils atterrirent à Atlanta comme on revient sur une scène de crime. La ville semblait pareille, mais Alia la voyait autrement. Chaque panneau publicitaire, chaque rue, chaque silhouette de tour lui rappelait ce qu'elle avait fui. Darius avait réservé une entrée discrète, une suite sécurisée, une équipe minimale. Tout était organisé au millimètre. Alia, pourtant, sentait le chaos remuer en elle. Elle savait que le vrai combat ne serait pas technique, ce serait émotionnel. Le jour du gala, l'hôtel était un fourmillement de robes, de maquilleurs, de coiffeurs, de portables qui vibraient. Alia se regarda dans le miroir pendant qu'on ajustait sa robe. Elle ne se reconnaissait pas totalement. Pas parce qu'elle était transformée par le luxe, mais parce que ses yeux avaient changé, ils n'attendaient plus qu'on leur donne une place. Ils prenaient la place. Daniel arriva, costume impeccable, dossier sous le bras. « Rappelle-toi, dit-il. Tu dis 3 choses, tu t'arrêtes, tu ne débats pas. Tu ne négocies pas, tu poses la vérité. » Alia hocha la tête. « Et si Carter tente de m'humilier ?» Daniel sourit, froid. Alors il offre son propre spectacle. Et c'est exactement ce qu'on veut. Darius entra ensuite, droit, calme, comme s'il allait à une réunion d'affaires. Il regarda Alia une seconde. « Tu es prête ?» demanda-t-il. Alia répondit « Je suis obligée de l'être. » Darius hocha la tête. « Bonne réponse. » Elijah frappa doucement à la porte. « Voiture en bas. » Sa voix était stable. Alia inspira profondément. Puis elle sortit. Le lieu du gala brillait comme une vitrine, tapis rouge, flash, grand sourire, musique élégante. Sur les affiches, Carter Blackwell était partout, leader de l'année, visionnaire, modèle. Alia sentit une colère froide l'envahir. Elle pensa à la phrase, à la menace, au badge rendu. Et elle se jura que ce soir, ce sourire parfait allait perdre sa magie. Ils entrèrent par une porte secondaire, mais rien ne pouvait rendre Alia invisible. Les regards se tournèrent. Les murmures commencèrent. « Qui est-elle ? Pourquoi Kingston est là ? C'est Alia Monroe ?» Le monde des riches adore les surprises, tant que ce ne sont pas les leurs. Et puis Alia le vit. Carter Blackwell était près de la scène, entouré d'admirateurs, verre à la main, rire contrôlé. Il ressemblait exactement à l'image, solide, sûr, impeccable. Alia sentit son cœur battre plus vite. Pas de peur, de rage et de mémoire. Carter tourna la tête. Leurs regards se rencontrèrent. Pendant une fraction de seconde, il ne comprit pas. Puis ses yeux s'élargirent légèrement et le sourire se figea. Il reprit vite, mais Alia le vit. La fissure. Il s'excusa auprès d'un investisseur et se dirigea vers elle, trop vite, comme un homme qui tente d'éteindre un incendie avant que les caméras le voient. « Alia, dit-il,
sourire aux lèvres, voix basse. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Alia répondit calmement. « Je suis venue te féliciter. » Carter cligna des yeux, comme si la phrase le perturbait. Il regarda Darius derrière elle, puis Daniel, puis Elijah. Sa mâchoire se crispa. « Tu n'es pas invité, » murmura-t-il. Daniel intervint, poli. « Tout est en ordre, Madame Kingston est bien sur la liste. » Le mot Kingston frappa Carter. Il tenta de masquer sa surprise, mais ses yeux trahissaient une panique qui montait. « Madame Kingston ?» répéta-t-il, presque moqueur. « Tu joues à quoi ?» Alia pencha légèrement la tête. « Je ne joue pas. » Carter se rapprocha encore, trop près. Elijah bougea d'un demi-pas, sans agressivité, juste assez pour rappeler la limite. Carter le remarqua et son regard devint dur. « Tu t'entoures, » souffla-t-il. « Ça ne change rien. » Alia le fixa. « Si, ça change tout, parce que tu ne peux plus me parler comme à une ombre. » Carter serra son verre, puis tenta une autre stratégie, le charme. « Écoute, » dit-il, voix douce, « on peut discuter ailleurs, discrètement. Je peux arranger les choses. » Alia sourit, sans joie. « Tu parles encore comme si c'était toi qui décidais du cadre. » Carter regarda autour, conscient des yeux sur eux. Il se pencha plus bas. « Tu veux quoi? Combien ?» La phrase était exactement ce qu'Alia attendait, une preuve, en direct, de son mépris. Elle ne répondit pas. Elle le laissa se dévoiler. Carter sentit son erreur et redressa le menton. « Tu ne comprends pas ce que tu fais. Tu vas te ridiculiser. » Alia répondit, calme. « Je ne suis pas celle qui s'est ridiculisée. Je suis celle qui a survécu. » Carter inspira, et Alia vit la rage derrière son sourire. Puis il se força à reculer, parce que les caméras n'aiment pas la rage. Il murmura « Ne fais pas ça. » Alia répondit « Tu aurais dû y penser avant de me menacer. » Carter s'éloigna, rejoignant la scène comme un homme qui retourne à son trône pour se rassurer. Alia sentit son ventre se contracter légèrement. Elle posa une main dessus, respira bas, comme Elijah lui avait appris. La cérémonie commença. Lumière, musique, discours. Carter monta sur scène, micro en main. Il parla de valeurs, de famille, de responsabilité. Chaque mot sonnait comme une décoration sur un mur fissuré. Alia regardait son visage, et plus il parlait, plus elle comprenait. Il croyait encore qu'il contrôlait la pièce. Daniel fit un signe discret à l'équipe technique. Darius, assis au premier rang, ne bougeait pas. Elijah, lui, observait les sorties. Le moment arriva. On annonça un sponsor surprise pour une initiative de soutien aux jeunes mères en difficulté. Le logo de la Kingston Foundation apparut sur les écrans géants. Un murmure parcourut la salle. Carter cligna des yeux, surpris, puis tenta un sourire plus grand, comme si tout était prévu. Il remercia rapidement. Il pensait que Kingston venait simplement jouer au mécène. Puis Daniel se leva. Il monta sur scène avec une élégance glacée. « Bonsoir, » dit-il au micro. « Je m'appelle Daniel Val, et je représente la Kingston Foundation. » Il regarda la salle. « Nous sommes ici pour célébrer le leadership, mais nous croyons qu'un leadership sans vérité n'est qu'une façade. » Le silence tomba. Carter sentit le danger. Son regard transperça Daniel. « Qu'est-ce que c'est ?» murmura-t-il, micro coupé, mais son visage restait filmé. Daniel continua, calme. « Ce soir, nous avons choisi de soutenir non seulement des projets, mais aussi une personne. Une femme qui a subi une pression, une menace et une tentative d'effacement. » Alia se leva. Ses jambes tremblaient un peu, mais elle marcha. Elle sentit la salle la regarder comme un tribunal. Elle monta les marches, micro tendu vers elle. Daniel lui laissa la place, puis recula. Alia prit le micro. Elle inspira, et elle parla, sans crier, sans pleurer, comme Daniel l'avait entraînée. « Il y a 3 ans,
J'étais d'une employée temporaire, pauvre, invisible. Elle regarda la salle, puis posa ses yeux sur Carter. Quand j'ai annoncé ma grossesse à Carter Blackwell, il m'a dit « Débarrasse-t'en, je ne veux pas d'enfant ». La salle se glaça. Un souffle collectif, des mains qui se figent, des yeux qui s'écarquillent. Carter secoua la tête, comme si le geste pouvait effacer la phrase. Alia continua, sans accélérer. Après ça, j'ai perdu mon travail. J'ai reçu des messages, des pressions et une menace. Si je revenais avec ça, il me détruirait. Elle posa une enveloppe sur le pupitre. Ce dossier contient des preuves, messages, traces d'appels et témoignages. Je ne suis pas ici pour un scandale. Je suis ici pour la vérité. Carter explosa, incapable de tenir son masque. C'est faux! C'est une manipulation! Elle veut de l'argent! Alia ne le regarda même pas tout de suite. Elle se contenta de dire dans le micro « Voilà ». Puis elle se tourna vers Carter, calmement. « Tu viens encore de prouver ce que tu es. Parce que la première chose que tu vois, c'est l'argent. Pas l'enfant, pas la femme, pas la vérité. » Les caméras captèrent le visage de Carter, rouge de colère. Il tenta de reprendre le micro, mais Daniel fit un geste et la régie coupa le son de Carter. La salle n'entendit plus que les murmures. Carter avait l'air d'un homme qui crie dans le vide. Alia ouvrit alors son sac, sortit la petite boîte en velours noir et la posa sur le pupitre. Elle l'ouvrit. La bague brilla sous les lumières. « Et ceci, dit-elle, n'est pas une preuve de paternité. C'est une preuve de proximité. Une preuve qu'il me connaît, qu'il ne peut pas me réduire à une inconnue. » Carter s'avança, hors de lui. Elijah bougea immédiatement, discret mais ferme, rejoignant la zone devant la scène. Darius se leva lentement au premier rang, et ce simple mouvement suffit à calmer certains agents de sécurité. Personne ne voulait se mettre entre Kingston et une crise. Carter pointa Alia du doigt, tremblant de rage. « Tu crois que tu peux salir mon nom et repartir? Tu n'es rien. Tu étais... » Alia le coupa, voix claire dans le micro. « J'étais celle que tu croyais pouvoir effacer. » Elle marqua une pause. « Et je suis celle que tu n'as pas réussi à briser. » Dans la salle, un membre du conseil d'administration de Blackwell Systems se leva. Un autre le suivit. Les regards échangés étaient froids. Un investisseur quitta la pièce. Une journaliste dictait déjà un papier. Carter sentit sa victoire lui glisser des mains en direct. Alia posa le micro sur le pupitre. Elle ne rajouta rien. Parce qu'elle avait dit ces trois choses. Et elle s'arrêta. Daniel reprit le micro un instant. Pour toute question, la Kingston Foundation transmettra le dossier aux autorités compétentes et au conseil d'administration. Il regarda Carter. À partir de maintenant, toute intimidation sera documentée et poursuivie. Alia descendit de scène, le cœur battant à l'exploser. Elle sentit l'air revenir dans ses poumons comme une libération. Mais elle savait, ce n'était pas fini. Carter n'était pas un homme qui accepte la honte. C'était un homme qui riposte. Dans un couloir privé, alors que le gala se transformait en chaos maîtrisé, Carter rattrapa Alia. « Tu m'as détruit !» cracha-t-il, sans caméra, sans sourire. Alia le regarda, froide. « Non, tu t'es détruit. J'ai juste allumé la lumière. » Carter s'approcha trop près. Elijah apparut immédiatement, entre eux, posture solide. « Recule, » dit Elijah. Carter fixa Elijah, haine pure. « Tu te crois un héros ?» Puis il se tourna vers Alia, et sa voix devint plus basse, plus dangereuse. « Tu ne comprends pas. Je ne perds pas. Tu vas regretter. » Alia sentit son ventre se contracter encore, et une peur brève tenta de remonter. Mais elle se rappela ce qu'elle avait gagné. La vérité sortie, les preuves déposées, les regards tournés. Elle répondit doucement. « Menace-moi encore. Juste une fois. Devant eux. Je t'en prie. » Carter hésita. Parce qu'il comprit, le moindre geste de trop le coulerait plus vite. Il recula d'un pas, rage étouffée, puis lança. « Tu crois que Kingston va te garder? Tu crois qu'un milliardaire va t'aimer? Tu n'es qu'un problème pour eux. »
La phrase visa juste. Alia sentit un pincement. Darius n'avait jamais dit « je t'aime ». Il n'avait jamais dit « pardon ». Il l'avait protégée, oui, mais l'amour, c'était autre chose. Et c'est là que Darius apparut au bout du couloir. Il s'approcha, calme, et s'arrêta à 2 mètres de Carter. Ils se fixèrent comme 2 empires qui se jaugent. Darius parla, voix basse mais tranchante. « Blackwell. » Carter ricana. « Kingston. Tu joues au père maintenant ?» Darius ne sourit pas. « Je joue à l'homme qui règle les comptes. » Puis il ajouta. « Touche-la encore une fois, et je fais de ta vie un exemple. » Carter pâlit légèrement. Pas de peur de la violence, peur de la puissance. Il recula, puis tourna les talons, avalé par le chaos. Alia resta là, le souffle court. Darius la regarda. Ses yeux étaient durs, mais il y avait quelque chose de nouveau, une sorte de respect. « Tu as été efficace », dit-il, comme si c'était le plus grand compliment qu'il savait offrir. Alia eut un rire nerveux. « C'est tout ?» demanda-t-elle malgré elle. Darius hésita, un tout petit instant. Puis il dit plus bas « Je suis fier ». Le mot semblait lui coûter. Il détourna le regard immédiatement, comme si le mot l'avait rendu nu. Alia sentit ses yeux piquer. Elijah posa une main sur son épaule, un geste simple, solide. Et dans ce couloir, au milieu des ruines du masque de Carter, Alia comprit. Elle n'avait pas seulement exposé un mensonge, elle avait ouvert une porte, celle d'une nouvelle vie. Mais la nuit n'avait pas dit son dernier mot. Un agent de sécurité arriva en courant vers Elijah. Il murmura quelque chose. Elijah se figea, puis regarda Alia. Son visage, d'habitude si calme, venait de changer. « On bouge, maintenant », dit-il. Alia sentit son sang se glacer. « Pourquoi ?» Elijah répondit, rapide. « On vient de trouver un homme dans le parking souterrain, avec un appareil photo longue portée et un badge d'une société qui travaille pour Blackwell. » Darius serra la mâchoire. « Il a envoyé quelqu'un », souffla Evelyn, horrifiée. Alia inspira et la réalité la frappa. Carter n'avait pas seulement perdu la scène, il avait déjà préparé la riposte. Elijah attrapa doucement le coude d'Alia. « On sort par l'arrière, pas de discussion. » Daniel arriva derrière, téléphone déjà à l'oreille, ordre rapide. Darius marcha en tête et Alia les suivit, cœur battant, ventre tendu. Au moment où il franchissait une porte de service, Alia entendit au loin un bruit sec, métallique, comme quelque chose qui tombe ou qu'on casse. Elijah se retourna brutalement, analysant l'ombre. « Plus vite !» ordonna-t-il. Alia comprit alors que le gala avait été la première bataille, et que Carter Blackwell venait de décider que la seconde ne serait plus seulement une guerre d'images. Ils quittèrent le gala par une sortie de service, comme on s'arrache à une pièce en feu sans regarder les flammes. Alia n'entendait plus la musique, ni les murmures derrière les portes, seulement le battement de son propre cœur et la voix d'Elijah qui donnait des directions courtes, nettes. Daniel parlait au téléphone avec quelqu'un de la sécurité du bâtiment. Darius marchait devant, posture droite, visage fermé. Evelyn suivait, serrant son sac contre elle comme si le tissu pouvait empêcher la peur de passer. Dans le couloir étroit, la lumière blafarde révélait les détails d'un monde sans glamour. Murs griffés, câbles, panneaux, accès interdit. C'était presque symbolique. Là où Carter avait brillé sous les projecteurs, la vérité se vivait dans les coulisses, là où les riches ne veulent jamais être vus. Elijah ouvrit une porte métallique et l'air froid du parking souterrain frappa leur visage. Plusieurs agents de sécurité privée attendaient déjà, oreillettes, regards tendus. Alia aperçut au loin une silhouette assise sur un rebord, tête baissée, entourée de 2 agents. Un appareil photo reposait au sol, longue portée, trop professionnel pour être un simple curieux. Le badge sur le cordon pendait comme une signature de lâcheté. Alia s'arrêta une seconde, fascinée par l'idée que Carter, même humilié, trouvait encore l'énergie de payer quelqu'un pour la traquer. Comme si l'argent pouvait réparer son orgueil. « Ne regarde pas »,
murmura Elijah doucement en la guidant. Tu n'as rien à prouver ici. Mais Alia regarda quand même. Pas longtemps. Juste assez pour graver une vérité. Carter n'avait jamais voulu discuter. Il avait toujours voulu contrôler. Et quand il ne contrôlait plus, il attaquait. Darius s'approcha du photographe sans hausser la voix. « Qui t'a payé ?» demanda-t-il. L'homme garda le silence. Darius inclina la tête, presque calme. « Très bien, on parlera devant des autorités. » Il se tourna vers Daniel. « Tout est enregistré ?» Daniel hocha la tête. Vidéo, badge, horodatage. Et l'équipe de Blackwell a déjà fait 2 erreurs ce soir. Alia eut un frisson. Elle comprenait. Ce n'était pas seulement une vengeance, c'était une chute documentée, pièce après pièce, comme une maison qu'on démonte en public. Ils montèrent dans une voiture et quittèrent le parking par une rampe secondaire. Atlanta brillait encore dehors, mais la ville n'avait plus la même odeur. Alia observait les rues à travers la vitre, comme si elle regardait son ancienne vie de loin. Elle se sentait vidée et, paradoxalement, plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des années. Dans la suite sécurisée, Daniel posa un ordinateur sur la table et commença à travailler immédiatement. « On ne dort pas encore, » dit-il, « pas tant qu'on n'a pas verrouillé la prochaine étape. » Evelyn s'assit, épuisée. « Quelle prochaine étape ?» demanda-t-elle. Daniel inspira. « Carter va riposter. Pas avec un pistolet, avec un récit. Il va dire qu'Alia l'extorque, qu'elle est manipulée par Kingston, qu'elle a inventé une grossesse pour faire tomber un homme. Il va envoyer des articles, des rumeurs, des sources proches du dossier. » Alia serra les dents. « Je le savais. » Darius se versa un verre d'eau sans trembler. « Qu'il le fasse, » dit-il. « Chaque mensonge le rapproche de sa fin. » Alia le regarda, étonnée. « Tu as l'air sûr. » Darius posa son verre. « Parce que ce soir, Blackwell a commis l'erreur que font tous les hommes obsédés par leur image. Il a confondu une scène avec une victoire. » Son regard se durcit. « On ne gagne pas quand on humilie. On gagne quand on contrôle la suite. Et la suite, c'est nous. » Elijah, dans un coin, surveillait les accès. Il ne participait pas aux phrases de stratège. Mais quand Alia croisa son regard, elle sentit une stabilité qui la ramenait à l'essentiel. Respirer, rester debout, protéger l'enfant. La nuit fut courte. Vers 4 heures du matin, Alia s'endormit enfin, assise, une main sur son ventre. Elle rêva qu'elle courait dans le couloir de Blackwell Tower. Mais cette fois, elle ne portait pas des dossiers. Elle portait une lumière. Et plus elle avançait, plus les murs devenaient transparents. Au réveil, son téléphone sécurisé vibrait. Daniel était déjà debout, yeux cernés, mais sourire froid. « Ça commence », dit-il. Sur l'écran, un article venait de sortir. Titre insinuant, phrase vague. Une ancienne employée prétend « Un complot de Kingston, des sources affirment. » Carter jouait son dernier jeu, salir pour survivre. Alia sentit sa gorge se serrer. « Je vais redevenir la fille pauvre qu'on accuse. » Daniel secoua la tête. « Non, parce qu'on ne va pas répondre avec des émotions, on va répondre avec des faits. » Darius intervint, calme. « Je veux une injonction immédiate contre toute intimidation, et je veux que le conseil de Blackwell Systems reçoive le dossier complet avant midi. » Alia cligna des yeux. « Le conseil ?» Daniel hocha la tête. La plupart des gens pensent que Carter est Blackwell Systems. En réalité, il n'est qu'un visage. Le conseil d'administration, les investisseurs, les partenaires, ce sont eux qui le tiennent. Et quand ils sentent un risque, ils coupent. Alia inspira lentement. « Donc il peut tomber ?»« Il va tomber, » dit Daniel sans hésiter. À 10 heures, ils étaient dans une salle de réunion privée d'un hôtel d'affaires, loin du luxe du gala. Une table, des documents, des gens sérieux. Daniel avait fait venir 2 avocats locaux, un représentant d'une agence d'investigation corporative et un spécialiste en communication de crise, mais cette fois du côté d'Alia.
Le spécialiste regarda Alia. Vous ne donnez aucune interview improvisée, zéro. Vous ne répondez pas aux provocations. Vous êtes la vérité calme. Le calme fait peur aux menteurs. Alia hocha la tête, même si une part d'elle voulait hurler. Daniel projeta une chronologie sur l'écran. Dates, messages, preuves, témoignages, la fin de contrat, les menaces. De photographe au parking. Tout était là, aligné, propre, impossible à balayer d'un revers de main. Alia sentit une émotion étrange. Voir sa douleur transformée en structure lui donnait l'impression de reprendre son corps. Darius observa l'écran sans bouger. Puis il dit simplement « Envoyé ». À midi, le dossier partit vers le conseil de Blackwell Systems, vers une autorité de régulation et vers un procureur local pour la partie intimidation et harcèlement. Daniel ne promettait pas une prison immédiate, il promettait une réalité. Carter allait devoir se défendre, et se défendre, c'était perdre du contrôle. Et Carter ne supportait pas de perdre du contrôle. Dans l'après-midi, l'équipe de Carter répliqua plus fort. Une vidéo anonyme circula, prétendant montrer Alia en relation avec un autre homme à l'époque, insinuant qu'elle mentait sur la paternité. Alia sentit un goût de métal dans la bouche. Elle connaissait ce type de honte, celle qu'on fabrique pour t'obliger à te taire. Elijah entra dans la pièce, regard dur. « C'est faux, dit-il. » Alia le regarda. « Ils n'ont pas besoin que ce soit vrai. Ils ont juste besoin que ça salisse. » Daniel s'approcha et posa une main sur l'épaule d'Alia, geste rare chez lui. « Alors on ne dispute pas, on prouve. » Il se tourna vers l'équipe. « On obtient l'historique des métadonnées de la vidéo. On prouve le montage. Et on dépose plainte pour diffamation et manipulation. » Darius ajouta, froid, « Et on ajoute une ligne. Toute nouvelle fuite sera considérée comme représailles. » Son regard se posa sur Alia. « Il veut te faire peur. Ne lui donne pas ce plaisir. » Alia ferma les yeux une seconde, respira bas, puis rouvrit les yeux. « Je ne lui donnerai plus rien. » Le soir, alors que la ville continuait de tourner, Elijah accompagna Alia sur un balcon discret. L'air était frais. Elle tremblait un peu, de fatigue et d'émotion. « Je suis désolée, » murmura-t-elle soudain. Elijah fronça légèrement les sourcils. « Pourquoi tu t'excuses » Alia fixa la rue en contrebas. « Parce que tout le monde se met en danger à cause de moi. » Elijah s'approcha d'un pas, sans envahir. « Non, » dit-il doucement. « Tout le monde réagit à cause de lui. » Il marqua une pause. « Tu n'es pas la cause. Tu es la vérité. » Alia avala sa salive. « Et si je n'avais jamais accepté de le voir, de l'aimer, de croire ?» Elijah la coupa, voix plus ferme. « Ne te punis pas pour avoir voulu croire au bien. C'est lui qui a trahi, pas toi. » Il hésita, puis ajouta. « Et je sais que tu as peur d'aimer encore. Mais l'amour, le vrai, n'arrive pas comme un piège. Il arrive comme une main qui reste. » Alia tourna la tête vers lui. « Tu parles comme si… » Elijah la regarda dans les yeux. « Comme si je tiens à toi ? Oui. » Il inspira lentement, comme si les mots lui coûtaient. « Je tiens à toi. » Le silence qui suivit n'était pas gênant. Il était lourd de quelque chose de neuf. Alia sentit des larmes monter, mais elle ne voulait pas pleurer comme une victime. Elle pleura comme une femme qui réalise qu'elle peut être protégée sans être contrôlée. Elle murmura « Je ne sais pas comment faire confiance. » Elijah répondit simplement « Alors on fera lentement. » Le lendemain matin, le conseil d'administration de Blackwell Systems convoqua une réunion d'urgence. Carter tenta de l'empêcher, mais c'était trop tard. Les investisseurs avaient vu les preuves. Les médias sentaient le sang. Et surtout, la présence de Kingston Foundation dans l'affaire avait changé l'équilibre. Ce n'était plus une histoire personnelle, c'était un risque corporate. À 15 heures, Daniel reçut un appel. Il mit le haut-parleur. Une voix neutre annonça
Monsieur Blackwell est placé en congé administratif temporaire, le temps de l'enquête interne. Alia resta figée. Congé administratif? Daniel sourit. C'est la première marche. La chute commence toujours par une formule polie. Darius ne sourit pas. Mais ses yeux brillèrent d'un froid satisfait. Parfait. Maintenant, il va paniquer. Et Carter paniqua. Le soir même, il tenta de forcer une rencontre. Pas au téléphone, pas par email. Il se présenta là où il pensait que la vérité ne le suivait pas, dans un parking d'hôtel, à l'arrière, comme un homme qui veut récupérer un contrôle en privé. Elijah le repéra avant même qu'il approche. Il plaça Alia derrière et Daniel sortit son téléphone, déjà en train d'enregistrer. Carter apparut, costume froissé, visage tendu. Il n'avait plus son sourire de gala. Il avait le regard d'un homme qui sent le sol se dérober. « Alia, dit-il vite, tu as gagné ton petit moment. Maintenant arrête. » Alia se força à rester calme. « Je n'ai pas gagné un moment, j'ai gagné ma voix. » Carter fit un pas. Elijah se plaça, ferme. « Recule. » Carter serra les poings. « Je veux lui parler, seul. » Daniel répondit tranchant. « Non, toute communication passe par moi. » Carter ignora Daniel, yeux fixés sur Alia. « Tu ne comprends pas ce que tu as déclenché. Tu vas te retrouver seul quand Kingston se lassera. Tu veux vraiment être une mère célibataire, ridiculisée, au centre d'un scandale ?» Alia inspira. « Je suis déjà une mère, et je préfère être seule que d'être à genoux. » Carter eut un rire bref, nerveux. « Tu crois que tu peux me faire tomber? Tu crois que je ne vais pas retourner tout ça ?» Il se pencha légèrement, voix plus basse. « Tu as une faiblesse, ton enfant. Tu crois que je ne peux pas ?» Daniel coupa immédiatement. « Ne termine pas cette phrase. » Carter se figea, et dans ce micro-silence, Alia comprit. Il était allé trop loin. Encore une fois. Elijah sortit calmement une oreillette, parla brièvement. Quelques secondes plus tard, 2 policiers de sécurité de l'hôtel s'approchèrent, puis une voiture de patrouille, appelée parce que Daniel avait déjà activé une procédure de protection. Carter recula, Réalisant trop tard que ce parking n'était pas un endroit sans conséquences. « C'est ridicule !» lâcha-t-il. « Je n'ai rien fait. » Daniel répondit froidement. « Vous avez tenté d'approcher une personne protégée malgré une injonction préliminaire en cours, et vous venez d'énoncer une menace implicite enregistrée. » Carter regarda Alia, les yeux pleins d'une haine humiliée. « Tu penses que ça va te rendre heureuse ?» Alia le fixa, et sa voix sortit douce, presque triste. « Non, ce qui va me rendre heureuse, c'est de ne plus avoir peur de toi. » Les policiers demandèrent à Carter de s'éloigner. Il protesta, tenta de négocier, mais sa voix n'avait plus de magie. Ce n'était plus le PDG intouchable, c'était un homme coincé par ses propres décisions. Quand il disparut, Alia sentit ses jambes trembler. Elijah posa une main sur son dos, la stabilisa. « C'est fini, » murmura-t-il. Alia secoua la tête, lucide. « Non, c'est presque fini. » Le coup final arriva une semaine plus tard. Le rapport interne du conseil sortit. Inconduite grave, abus de pouvoir, risque réputationnel, pression illégitime sur une employée. Ce langage froid détruisait la carrière de Carter plus sûrement qu'un cri. Dans la même journée, l'acquisition qu'il préparait s'effondra. Les partenaires se retirèrent, les investisseurs demandèrent des comptes, et la presse, qu'il avait adorée, le regarda comme un mensonge qui a trop duré. Carter Blackwell fut officiellement écarté de la direction. Il tenta de faire un communiqué émotionnel, mais personne n'y crut. Parce que l'émotion fabriquée se reconnaît. Elle arrive quand on perd, pas quand on aime. Alia lut la nouvelle sur un écran et resta silencieuse. Elle ne sauta pas de joie. Elle ne triompha pas. Elle sentit juste un poids se décoller de sa poitrine. Darius entra dans la pièce, un dossier sous le bras. Il le posa devant elle. « Ce sont les documents de réparation, » dit-il. « Pas des cadeaux, des réparations. »
Il hésita, puis ajouta « Et je veux que tu saches que je ne t'ai pas reconnu pour contrer Blackwell. Je t'ai reconnu parce que tu existes. Et j'ai eu tort trop longtemps. » Alia le regarda. Elle attendait ce moment sans savoir quoi en faire. Darius baissa légèrement la voix. « Je ne sais pas dire pardon comme il faut. » Alia répondit, les yeux brillants. « Alors ne dis pas. Fais. » Darius hocha la tête, comme si cette phrase lui convenait mieux. « Je ferai. » Les mois passèrent et l'histoire changea de rythme. New York devint moins un refuge, plus un foyer provisoire. Alia suivit sa grossesse entourée d'un calme nouveau. Evelyn riait plus souvent. Daniel, toujours sérieux, avait parfois ce petit sourire discret quand il voyait Alia se redresser davantage. Et Elijah resta. Il n'y eut pas de déclaration spectaculaire, pas de grand discours. Un soir, Alia eut une peur soudaine à cause d'une contraction trop forte et Elijah la prit par la main dans l'ambulance, sans lâcher. À l'hôpital, il resta debout pendant des heures, patient, solide, jusqu'à ce qu'elle se calme. Quand la panique fut passée, Alia le regarda et murmura « Tu n'as pas fui ?» Elijah répondit simplement « Je t'ai dit que je reste. » C'est là, dans une chambre d'hôpital, que leur amour devint réel. Pas romantique. Réel. Un amour qui n'avait pas besoin de prouver, juste d'être. Le jour où Noah naquit, la lumière était douce, presque incroyable. Alia pleurait de douleur et de soulagement, mais rien n'était violent dans l'air, seulement le tremblement d'une vie qui commence. Quand on posa le bébé contre elle, Alia sentit quelque chose se réparer dans son corps, comme si son cœur retrouvait enfin sa place. Evelyn pleurait à côté, mains jointes. Daniel regardait, silencieux, comme un homme qui voit une victoire qu'aucun tribunal ne peut offrir. Darius resta à distance, hésitant, puis s'approcha lentement. Ses yeux se posèrent sur le bébé et son visage se fissura, enfin, d'une émotion brute. Alia le regarda. « Tu peux le prendre ?» Darius hésita, comme s'il ne savait pas comment tenir quelque chose d'aussi précieux sans le casser. Puis il prit Noah, maladroitement, mais avec une attention infinie. Et dans ce geste, Alia comprit, son père apprenait tard, mais il apprenait. Quelques semaines après, Alia lança officiellement un programme via la Kingston Foundation, soutien juridique et financier pour les femmes victimes d'abus de pouvoir au travail, avec un fonds d'urgence pour les jeunes mères. Elle refusa que ce soit l'histoire d'un scandale. Elle en fit une histoire de protection. La presse demanda des interviews. Alia en accorda une seule. Elle ne parla pas de vengeance. Elle parla de limites. Elle dit, calmement, que personne ne devrait choisir entre sa dignité et sa survie. Elle dit que le pouvoir doit rendre des comptes. Puis elle retourna à sa vie. Parce que le bonheur, pour elle, ce n'était pas d'être vue. C'était d'être libre. Un soir, sur un petit toit terrasse, Elijah se mit à côté d'elle pendant que Noah dormait à l'intérieur. Les lumières de New York faisaient des reflets sur les vitres. « Tu sais, dit Elijah, tu as changé beaucoup de choses. » Alia sourit doucement. « J'ai surtout arrêté de me taire. » Elijah la regarda longuement. « Je veux te demander quelque chose. » Il sortit une petite boîte. Pas la boîte en velours noir de Carter. Une autre. Plus simple. Plus vraie. Alia sentit son cœur s'arrêter une fraction de seconde. Elijah. Il inspira. Je ne veux pas te posséder. Je veux marcher avec toi. Si tu veux. Alia regarda la boîte, puis ses yeux, puis pensa à tout ce qu'elle avait traversé. Elle pensa aux manipulations, aux menaces, aux faux gestes. Et elle sentit la différence, ici, il n'y avait pas de pression. Pas de peur. Juste une proposition. Elle répondit, avec une émotion calme, oui. Elijah sourit, enfin, pleinement. Il lui passa la bague au doigt, et Alia sentit que, cette fois, un cercle pouvait signifier autre chose que la prison. Cette fois, c'était un choix. Darius, quand il la prit, eut d'abord son air dur.
Puis il dit simplement à Elijah, « Si tu l'as fait pleurer, je te détruis. » Une pause. Puis, comme un aveu, « Mais si tu l'as fait sourire, tu auras mon respect. » Elijah hocha la tête. « Je ferai sourire, » répondit-il. Aliya regarda cette scène et rit. Un rire léger. Un rire qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Des mois plus tard, lors d'une petite cérémonie intime, Aliya se maria. Pas dans un palace. Pas devant 1000 caméras. Juste entourée des siens. Evelyne rayonnait. Daniel était là, discret, regard fier. Darius, raide dans son costume, avait l'air d'un homme qui apprend à être père dans un monde où il ne peut pas acheter le temps perdu. Quand Aliya avança, noa dans les bras d'Evelyne, elle sentit une paix étrange. Carter Blackwell n'était plus une ombre sur sa vie. Il était un chapitre clos. Ses menaces n'étaient plus que des preuves dans un dossier. Son pouvoir, une illusion qui s'était dissoute au contact de la vérité. À la fin de la cérémonie, Aliya prit la main d'Elijah, regarda son fils, regarda sa mère, puis son père. Elle pensa à la fille pauvre qui comptait ses pièces, qui baissait les yeux, qui croyait que survivre était la seule option. Elle n'avait pas seulement survécu. Elle avait construit une vie. Et quand la nuit tomba sur New York, Aliya Monroe, devenue Aliya Kingston, devenue Aliya Rivers, sourit doucement, en se disant une vérité simple. Cette fois, le bonheur n'était pas un rêve. C'était sa réalité.